Bonsoir à tous et toutes. C'est vraiment chouette de vous voir, ceux que je vois. Ceux et celles que je ne vois pas, vous n'hésitez surtout pas à allumer votre caméra parce que ça nous fait plaisir à tous et toutes de vous voir. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mélika Abdelmoumen, je suis rédactrice en chef de Lettres québécoises, la revue Lettres québécoises. Je fais toutes sortes d'autres choses, mais c'est à ce titre-là surtout que je suis là aujourd'hui. Parce que chez Lettres québécoises, on veut participer, soutenir, encourager, accompagner ce genre de projet autant qu'on peut. Donc, bienvenue à cette table ronde qui est organisée par La Poésie Partout dans le cadre des rencontres multilingues en poésie et qui porte un titre qui est un programme magnifique, Filage et retissage, vivacité orientale, et on insiste sur les guillemets, orientale, dans la poésie québécoise. On va comprendre pourquoi on insiste sur les guillemets, pour ceux qui ne devinent pas déjà un peu. Je vais les inviter à se présenter, mais on a 5 poètes qui sont toutes issues, soit directement, soit indirectement, soit en partie d'un bassin qui va du Maroc à la Syrie, mais qui sont aussi québécoises de naissance par choix parce qu'elles sont venues s'installer ici pour toutes sortes de raisons. Et on va essayer de réfléchir ensemble à comment leur démarche et leur travail s'inscrit dans cette appartenance-là, appartenance à ce qu'on pourrait appeler une diaspora arabe ou une diaspora orientale, qui dans l'œil occidental est très simple, très définie. J'ai envie de dire le mot cliché. Oui, je dis le mot cliché. Allez, un peu cliché. Et qui, dans la réalité, est beaucoup plus diverse, beaucoup plus complexe, qui peut-être entre dans leurs préoccupations récemment ou moins récemment, ça dépend, on va en parler avec elles, mais parfois parce que c'est des questions qui les habitent depuis toujours, parfois parce que la question est sans cesse renvoyée depuis quelque temps aux personnes qui ont en partie ou qui ont ces appartenances-là ou un mélange d'appartenances. Donc, parfois, la question nous est imposée et on en fait quelque chose. Parfois, elles nous habitaient déjà. Donc, elles sont toutes différentes, mais en même temps, elles ont en commun de réfléchir, de poser ces questions-là dans leur travail. J'aurais envie de commencer au lieu de faire, comme aurait dit Hubert Aquin, qui était très rigolo, qui était ni femme, ni arabe, ni orientale, mais qui faisait quand même parfois des bonnes blagues. Je ne vais pas leur demander de faire leur table des matières, chacune leur tour. Je vais plutôt leur demander de nous dire comment elles, chacune leur tour, comment elles se voient dans cette question-là de la diaspora orientale telle que représentée ou telle que imaginée ou telle que clichéisée ici au Québec ou en Occident. Donc, on va commencer par Emné. Bonjour Emné Nasreddine, ça va? Bonjour Malika, oui ça va et toi? Ça va, ça va. C'est une très grande question que tu nous poses. C'est un peu la faute à Simon. Mais moi, je vais peut-être je vais commencer peut-être à partir de mon recueil de poèmes et tous les questionnements que j'ai eus après l'avoir publié, en fait. J'avais l'impression de m'être un peu mordu les doigts en me disant, mais en fait, à qui j'avais écrit ce recueil, à qui je m'adressais. Je parle très ouvertement à ma famille, mais en même temps, ils ne parlent pas français. Fait que j'avais peur de tomber dans les attentes du lectorat occidental et d'avoir un peu joué le jeu de l'orientalisme avec des images, tu sais, de la cardamome, puis les anthémismes de Palestine. J'ai beaucoup craint avoir joué le jeu de l'arabe tel qu'on l'aime et on l'imagine. Tu sais, j'aime bien dire que des fois, je réponds à cette image de la femme arabe immigrée telle qu'on l'aime et telle qu'on l'imagine, qui fait de la poésie, qui s'est émancipée, mais émancipée de quoi, je ne sais pas trop quoi. On me le dit souvent, mais ça reste un point d'interrogation. Euh, mais c'est vrai que, bien évidemment, moi j'ai un lien d'affection très fort avec Mémoire d'Encrier, mais ça a été une maison d'édition dans laquelle je me suis beaucoup retrouvée, où j'ai retrouvé une poésie qui me ressemblait. Une poésie, il y a tout un paysage arabe où là aussi, je sentais qu'il y a comme un dénominateur commun de qu'est-ce qu'on fait, à qui on s'adresse. Pour moi, la question de à qui on s'adresse me cherche beaucoup ces temps. Ça vient me chercher beaucoup ces temps-ci. Je sais plus, il faudrait que tu me répètes la question tellement c'était là. C'était ton rapport à cette espèce de diaspora arabe
qu'on identifie d'une manière assez binaire ou même même pas binaire, ça voudrait dire qu'il y a déjà deux possibilités, je rigole, mais c'est-à-dire cette espèce d'idée de la femme poète issue de la diaspora arabe qui écrit au Québec et ton rapport avec... Mais tu viens d'y répondre, en fait, en disant que tu te demandais à qui tu t'adressais, est-ce que tu trahissais? Donc, ça veut dire que, est-ce que de ressembler pour partie à certains des critères de cette image que les Occidentaux ou que l'Occident a des Arabes, est-ce que le fait d'y ressembler est une trahison? Mais c'est pas... sûr, oui, c'est sûr, j'ai l'impression de m'être un peu blanchie, tu sais, d'avoir proposé une poésie plus blanche. À la fin, tu sais, je finis mon recueil de poésie en disant que j'ai voulu vraiment me calquer aux femmes hiver, en voulant être acceptée et que ma poésie soit acceptée. J'ai l'impression d'avoir beaucoup filtré, d'avoir beaucoup poli, lissé ma poésie pour que ça réponde aux conventions, en fait. De la poésie, c'est paradoxal parce que je sais qu'il y a des attentes par rapport à la femme arabe, mais il faut que cette femme arabe, c'est ça, soit toute polie, toute lisse, toute jolie à regarder, qui dérange pas trop, mais ouais, c'est assez complexe comme... Ah ouais, en tout cas, moi, pour t'avoir lu, je trouve que tu dois déranger pas mal de gens quand même. Donc, si ça peut te rassurer, t'inquiète pas. Je pense que t'en déranges plusieurs, mais peut-être qu'on va t'écouter. Ah, ben oui, on va t'écouter dans 3 minutes 18. Tu pourras peut-être nous en lire un extrait. Parce que pour avertir notre public, en fait, il va y avoir l'heure de discussion va être parsemée de lectures. Donc, je me suis mis une petite fée clochette qui va nous avertir au moment où on passe à une lecture. On s'est dit qu'on allait faire ça, que ce serait rigolo et que ça serait vivant d'avoir des interruptions comme ça avec des moments de poésie. Ben, merci, Emné. Il nous reste encore un petit moment, mais le temps peut-être de demander à Isabelle dans tout ça, comment elle se voit par rapport à quel est son lien à cette diaspora? Est-ce qu'elle en fait partie? Quelle est ta place, selon toi, dans ces... Moi, qu'est-ce qui est particulier, c'est que j'en parle pas parce que je ne sais pas comment. Parce que je m'appelle... C'est une réponse, hein? Tu veux dire dans ta poésie ou dans tes... Oui, ben, du tout, parce que c'est comme si que, à cause de mon nom, les gens ne me croient pas. Ils sont comme, ah ouais, tu sais, ta mère est égyptienne, ah, ça paraît un peu, tu sais. Puis on dirait que il y a eu, même dans la famille, une espèce d'effacement. Tu sais, ma mère est arrivée ici très jeune, dans les années 60, puis c'est comme, c'était plus facile d'essayer de s'effacer, puis de juste comme jouer la game, d'être juste blanc. Mais de toute façon, mais c'est des choses qui rattrapent plus tard. Mais je ne me sens pas legit. Je ne sais pas comment. Parce que c'est le fait d'être mêlée, tu sais, c'est comme, je ne peux pas dire métisse, je ne peux pas dire de sang mêlé, tu sais, je m'appelle comment? Je suis quoi? Je ne sais pas comment répondre à ça. Puis c'est quelque chose que tu n'as pas encore abordé ou que pour le moment, en tout cas, tu n'as pas abordé. Non, pas du tout. Ben, ça va peut-être venir, mais je ne sais pas sous quel angle. Parce que, je veux dire, tu sais, quelque part, tu sais, je ne parle pas vraiment l'arabe, je ne suis pas née ici, c'est comme... Fait que je ne suis jamais la bonne chose d'un côté ou de l'autre. Je suis tout le temps comme le cul entre deux chaises, tu sais. C'est comme ce que Amine Malouf appelle les frontaliers. Oui, oui. Ouais. Non, c'est super intéressant, mais aussi, d'après la date d'arrivée de ta mère, qui est la date d'arrivée de mon père aussi, je pense que c'est une génération d'immigrés qui était beaucoup plus dans l'assimilation. Je sais que moi, j'ai ce discours-là de mon père là, qui est arrivé à la fin des années 60 où c'était je voulais élever mes enfants à la québécoise, il faut se fondre, il faut s'adapter, il ne faut pas faire de vagues, il ne faut pas revendiquer son identité. Quand tu vois les jeunes qui le font aujourd'hui, ils ont beaucoup de difficultés à accepter ça, ça les choque. En tout cas, bref, je ne sais pas si tu t'identifies à cette génération-là de parents. Oui. Non, je pense que c'est vraiment ça, parce que de toute façon, puis en étant francophone, c'était plus facile aussi. Parce que ma mère, quand elle est arrivée au Québec, elle avait un gros accent français, mais elle l'a perdu très vite, parce que c'était mieux pour elle. Parce qu'elle était repérée, qu'elle n'était pas... qu'elle venait d'ailleurs. Elle est arrivée très jeune. Fait que c'est difficile de garder des liens culturels après, à part la table. Excusez-moi, je vais arrêter le carillon.
excusez, c'est bon, c'est la fée Clochette qui nous a averti que ça fait 9 minutes. Je te laisse terminer. Par contre, Isabelle. Oui, tout ça pour dire que dans le fond, où est-ce que je me retrouve le plus, c'est autour de la table, c'est autour de qu'est-ce qu'on mange. Je faisais que le dimanche, ma mère, elle faisait du full. Mais Ah oui. on mangeait québécois le reste de la semaine. Mais il y avait tout le temps, c'était dans l'armoire de ma grand-mère, ça sentait le cumin et la coriandre. Moi, c'est autour de la nourriture que je peux Que tu sens une m'identifier. appartenance. Oui, oui, oui. Merci beaucoup, Isabelle. On va passer à notre petite première lecture, si vous le voulez bien. Donc, avec Emné, à toi. Je vais lire un extrait de la danse du figuier, puis le deuxième texte, je le présenterai plus tard, mais juste après. Retrouve-moi à Montréal, mais ne viens pas sans prévenir. Ne viens pas découvrir ma tête rasée, les encres, le métal que j'ai calqué aux femmes hiver. Retrouve-moi, mais ne regarde pas ce que j'ai semé, de la liberté et une vie de chômage, dans mon jardin des plants de tomates qui ne fleurissent pas. Écris-moi pour me donner du temps, je dois cacher les habits, je dois me présenter arabe. À Montréal, place des dérives, sur le bûcher des femmes et des demeures, je ne ressemble plus à ce que tu as laissé. Et je vais lire un extrait d'un texte qui va paraître dans un collectif l'année prochaine et qui est dirigé par Sana, qui est avec nous ce soir, qui s'est à mi-chemin entre le théâtre et la poésie. Donc, il y a des envolées théâtrales. Voilà, je vais me prévenir. Et c'est un dialogue entre la mère et la fille. La mère. Dans cette ville française où tout le monde corrigeait mon accent, je craignais de ne plus savoir comment te bercer. Alors quand personne n'écoutait, je te chuchotais. Yalla tnam, wahdi lek tayr el-hamam. Je devais préserver la parole malgré le vent qui passait et érodait le mot. Je ne savais rien de ce qui m'entourait. Mon voile m'interdisait de travailler, un simple carré de tissu qui tient à l'écart, en banlieue. Corps marginalisé dans ville marginalisée. Je dépendais de l'homme, lui embrasser les mains le soir. Merci de jouir de l'espace public, merci d'être si fort, merci de me tenir en vie. Quand personne ne regardait, je te montrais les secrets du Aleph, Mim, Ain. Je te chantais les mythes de Balkis et de Hajjar. Mais tu ne retenais pas. Ta langue s'enfourchait, tu ne voulais rien savoir. Je découvris un jour qu'à l'école, tu mentis auprès de tes camarades sur le nom de ta sœur, de ton père, ta mère. Tu ne voyais pas en quoi cela constituait un crime, la négation du nom, ma fille, une calomnie. Tu t'insurgeais. La fille. Fallait-il rappeler à tout le monde que nous sommes arabes? J'ai la peau, les yeux comme étiquette ambulante de mon étrangeté, et sur mes bras, le poil dru du Levant. Pourquoi nous encombrer du nom? Est-il possible de divorcer de sa famille et du sable? La mère. Je t'ai donné le nom de ma mère. Je te voyais rougir lorsqu'à la sortie de l'école, je venais te chercher avec ce voile sur mes cheveux que nous n'avions jamais désirés. Tu cherchais la blancheur et les mèches rebelles. Tu n'avais que 7 ans. Tu n'avais que 7 ans et déjà, tu remettais en cause l'identité. La fille. J'ai 7 ans et mon nom est une erreur. Épargnez-moi la gêne de la parenté. Appelez-moi Aimé. Baptisez-moi de vent. Offrez-moi la clarté, les consonnes désoleillées. J'ai 7 ans et je suis de la mauvaise lignée. Fille de barbare, mauvaise graine. Allahu Akbar, disaient les enfants dans la cour d'école en riant. Je me mettais à rire aussi pour ne pas m'effondrer de honte. Je riais aussi avant de déclarer qu'en réalité je suis enfant de docteur, que je connais la modernité. Mais suis-je l'enfant de l'amour? Comment fait le soleil pour oublier? Comment fait la mer pour pardonner? Et toi qui n'as pas su choisir, couvre-toi de liberté. Je vais m'arrêter là, je pense. Merci, Emné. Si. Eh ben, tu réponds à toutes sortes de volets de la question initiale dans ce texte-là. Puis j'aurais peut-être envie d'avoir la réaction d'une de tes collègues. Nada, je ne sais pas si vous avez envie de
réagir à, pardon, si je peux me permettre de tutoyer vu Oui, qu'on se bien sûr. voit toutes, Oui, oui. de réagir en nous parlant de ton travail à toi, de ton retour ici, du rapport à la représentation et au lieu et à la Oui. mémoire dans ton magnifique recueil. Oui, oui. Bon, voilà, c'est une question un peu compliquée, c'est-à-dire, c'est pas toujours évident de trouver une réponse toute faite. C'est vraiment un ensemble de choses qui façonnent cette expérience. Comme on arrive, par exemple, quand je suis arrivée la première fois, c'était en 2002. Donc, mon enfant, il avait 1 an et demi à peu près. Donc, j'avais l'impression que ce que je traînais avec moi, c'était mon nom, le nom de mon enfant. Et puis, il fallait faire en sorte que nos corps se retrouvent quelque part dans la foule. Donc, pour moi, c'était la première fois que je prends le métro. Je ne savais pas ce que c'était un métro, je ne savais pas ce que c'était un bus qui arrivait à temps, par exemple. Donc, il fallait me retrouver dans cette foule. Il fallait que je fasse la ligne, que je regarde ceux qui sont devant moi, ceux qui attendent derrière moi et comment me situer. Donc, au début, c'était ça, en fait. Et puis, aussi le rapport de mon corps avec le nouveau climat, avec la neige, comment marcher dans la neige, comment se déplacer aussi avec un enfant, surtout. Et puis, on traîne avec nous toute une mémoire. Cette mémoire-là qui, à un certain moment, pèse lourdement sur les épaules. Donc, on n'arrive pas à s'en débarrasser, mais en même temps, on s'en nourrit. Et il y a toujours ces moments d'hésitation, ces moments d'incertitude face à cette mémoire-là. Qu'est-ce que j'en fais? Donc, j'avais des cris de colère contre cette mémoire. Surtout, c'est une mémoire encombrée de traumatisme parce que moi, j'ai vécu déjà la guerre civile libanaise et j'en ai subi les conséquences. C'est-à-dire, j'avais 8 ans lorsque ma famille a subi le premier déplacement, par exemple. On est allé, lorsqu'on a quitté la ville de Tripoli, on est allé juste avec les vêtements qu'on avait sur nous. Donc, je me rappelle très bien j'étais très attachée, j'avais une dizaine de photos, une quinzaine de photos, donc qui étaient la source de mon divertissement quand j'étais enfant. Donc, je suis allée sans ces photos-là. Donc, c'était une perte, déjà une menace de la perte de la mémoire quelque part. Donc, plus tard, j'ai retrouvé 2, 3 photos chez la famille, donc mon oncle, ma tante, etc. Ce qui m'a permis de reconstruire, même virtuellement, un certain rapport avec ce passé, disons, traumatisé. Donc, je dis cela pour dire que lorsque je suis arrivée ici, c'était aussi tout ce traumatisme que j'ai traîné avec moi. D'où je pense de toute façon que dans ma poésie, il y a ça. Il y a ça, j'ai écrit sur, par exemple, la guerre qui a eu en juillet 2006, dont le titre c'était Beit. J'ai écrit aussi le mur qui parle du mur qu'on est en train de construire en Cisjordanie. Donc, je suis toujours sensible à ces questions qui me permettent de me situer dans mon existence en tant qu'émigré qui cherche quelque chose dans sa mémoire, qui essaie de ne pas oublier ou d'archiver, on va dire, voilà, afin de me défendre quelque part. C'est dans ce sens-là que je me conçois. Donc, je n'ai pas, quand je suis arrivée en 2002, je n'ai pas, par exemple, cherché un appartement à Saint-Laurent, par exemple. Je suis allée vivre à Côte-des-Neiges. Et maintenant, je retourne aussi à Côte-des-Neiges. C'est un quartier qui me dit beaucoup dans sa diversité et il me rassure dans mon étrangeté. Donc, je m'identifie aux gens qui sont dans les rues, je m'identifie aux gens qui sont dans
dans le métro qui ne parlent pas ma langue. Vous voyez, donc c'est comme une image. C'est l'autre où je me regarde dans l'étrangeté de l'autre. C'est très intéressant parce qu'on sort de ce rapport au cliché de la femme arabe dans laquelle on peut se sentir enfermé, de la douleur, comme ce qu'Emily décrivait, là, certains marqueurs qui font qu'on est casé quelque part. Et là, on y échappe, dans ton cas, en se regardant dans l'autre. Oui. Au lieu de laisser l'autre nous enfermer dans une image qui se fait de nous, on se regarde dans l'autre. Mon Dieu, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Non, mais c'est vrai. Puis ça donne une poésie extrêmement riche et complexe. La présence des photos et des images, d'ailleurs, est très, comment dire, troublante, déchirante, fantomatique, bouleversante. On a du mal à nommer tellement c'est complexe et organique en même temps, cette présence des images et des photos dans ton travail. Merci beaucoup. Donc, pour que tout le monde ait le temps de parler, on va passer justement parlant de non pas de la guerre forcément, mais de déchirement entre le pays de l'origine de tes parents. Dans ton cas, Elkana, c'est vers toi que je me tourne, et ton pays, leur pays d'adoption qui est ton pays aussi, puis cette espèce de comment trouver sa place ici avec tout ça, dont tu parles beaucoup dans tes deux recueils. Oui, entre autres. J'y suis arrivée aussi tardivement. C'est pas du tout l'écriture poétique vers laquelle j'ai tendu quand j'ai commencé à écrire de la poésie. Donc, je pense que quand j'ai commencé à faire la poésie qui était beaucoup plus performative, donc en arrivant dans le milieu du slam, puis c'est vraiment très drôle parce que Isabelle, je te connais depuis le slam, depuis les débuts, Mm-hmm. et je n'ai appris que dernièrement que tu avais des origines égyptiennes. Puis j'étais comme « Ah! Aïe aïe! » Ça, c'est drôle. Vraiment, là, j'étais là « OK. » C'est comme un aspect de ton identité qui m'était jusqu'alors complètement inconnu. Mais c'est comme s'il faut que je fasse des coming out tout le temps. Ben, c'est un peu ça. Honnêtement, je voulais pas te mettre ces mots-là dans la bouche, mais j'ai un peu le même sentiment que quelqu'un qui fait un coming out. Donc, j'ai comme un espèce de wow, OK. C'était de l'ordre de l'intime et du caché. Et là, ça m'est dévoilé. Et sur le coup, tu veux pas en faire un gros statement là, en disant mon Dieu, c'est ça. Puis c'est parce que donc, ça pour dire que j'ai pas écrit beaucoup là-dessus. J'ai fait un texte et ça s'appelait Deuxième génération. C'était juste ça que je voulais faire. Et pour moi, c'était basta, crissez-moi patience avec ça. Je ne serai pas l'arabe de service. Tu veux savoir c'est quoi mes identités? Écoute ce poème. Sinon, je vais parler de tout sauf de ça. Et c'est vraiment quand j'ai eu une proposition de travail sur un projet qui s'appelait L'Art Pense, qui était à la BANQ et qui était différents moments. Je pense qu'il y avait 4 moments où on demandait à des artistes de réfléchir sur des thèmes philosophiques. Et moi, à l'époque, je pense que c'était Jasmine Catudal qui s'occupait de ça et qui m'a contactée pour le désenchantement et qui m'a dit « Veux-tu écrire là-dessus? » Puis j'ai fait « OK, ouais. » Elle m'a donné des documents à lire. Et malheureusement, je ne trouve plus le document original, mais il y avait un philosophe qui parlait du désenchantement par rapport à la religion et qui expliquait qu'il y avait un moment important dans la vie des personnes qui avaient grandi dans une pratique religieuse et qui, à un moment, se désenchantaient de l'aspect religieux et donc une forme d'athéisme ou de détachement religieux, du moins. Et je ne sais pas pourquoi ça m'a pris vraiment au ventre parce que j'ai, moi, été élevée comme musulmane dans mon éducation, dans la pratique de l'islam jusqu'à l'âge de 22 ans. Et quand je suis partie de chez mes parents, j'étais en appart pendant 1 an, j'ai continué à pratiquer et du jour au lendemain, je faisais le ramadan toute seule et je me suis posé la question pourquoi je fais ça. Et c'était la première fois de ma vie que je me questionnais sur l'islam et j'ai fait mon Dieu, je pense que je ne suis pas croyante. Et puis là, tu sais, ça a comme fait c'est comme si je me désincarnais une partie de moi. Et donc,
quand j'ai lu ça, j'ai fait « Ah mon Dieu, il faut que j'écrive là-dessus ». Et donc, j'ai commencé à écrire des poèmes sur mon rapport à la religion et à l'islam. Et c'est des poèmes que j'ai écrits, que j'ai présentés avec un musicien. On a utilisé Désenchanté de Mylène Farmer, qu'on a retrafiqué pour en faire une forme de musique arabe. En tout cas, on a vraiment poussé le truc. Et quand on a fini ça, mon musicien m'a dit « Est-ce que c'est tes poèmes pour le prochain spectacle? » Et je lui ai dit « Non, je crois que c'est le début de quelque chose d'autre. » Et c'est ça qui est la genèse de Moi figuier sous la neige. Et c'est parce que je suis allée par cette direction-là là-dedans que j'ai décidé d'écrire là-dessus. Mais c'est jamais, en toute honnêteté, je ne peut-être que je m'y serais rendue plus tard parce que je pense que sincèrement, là, maintenant, je peux dire que c'est un chemin que je me devais de faire, mais consciemment, il n'y a jamais eu un désir d'écrire là-dessus, à part pour ce slam-là, qui était humoristique et qui faisait bien la job, mais je n'avais pas envie de creuser plus loin. Puis là, ben, clairement, j'en ai fait un deuxième. Fait que j'ai ouvert une boîte de Pandore qui, ma foi, Dieu sait où ça va m'amener. Mais écoute, de toute façon, que ça ait commencé par l'humour aussi, c'est super intéressant parce que l'humour n'empêche pas d'aller très loin. Hein? La fée clochette a sonné, hein? Je l'ai comme éteinte pour pas que ça coupe la parole, Elkana, mais juste pour dire que je n'oublie pas la fée clochette, c'est juste que je la censure parfois. Parce que donc, c'est le moment d'entendre Isabelle. Si tu veux bien nous lire un petit quelque chose, on serait heureux et heureuse de t'entendre. Oui. C'est un poème que j'ai écrit dans l'autobus entre Sept-Îles et Montréal. Liberté. À Port-Cartier, un jeune black tatoué un peu bas m'embarque dans l'autobus. Aux premiers 5 minutes d'arrêt, il court au dépanneur de la station-service, ressort avec de la gomme, des pastilles, des chips qu'il dispose devant lui comme un trésor. Les kilomètres passent. Il a l'air un peu triste, mais résolu. Il regarde personne, comme s'il avait honte. Passé Bécomo, il sort son petit sac du compartiment au-dessus de sa tête, met ses lunettes et lit, les uns après les autres, des formulaires un peu chiffonnés, remplis de petites cases, de trop longues phrases, de codes étranges et de grosses signatures. Plusieurs fois pendant le trajet, il coiffe son afro pour se mettre beau. Il range son petit peigne avec soin dans une enveloppe jaune. À la Malbaie, arrêt repas. Il change son slip dans les toilettes du McDo. Les kilomètres passent. Il essaye de dormir, capuchon d'en face, en diagonale, entre 2 bancs. De toute façon, il est trop grand, trop fort. Le reste du temps, je ne sais pas ce qu'il fait parce que c'est moi qui dors, à moitié. Arrivé à Montréal, après plus de 12 heures de route, bagage à l'épaule, je passe devant une femme qui pleure à chaudes larmes dans les bras d'un jeune homme. C'est lui. Il sort de prison, retrouve sa mère et son jeune frère à la station centrale. Merci. Merci beaucoup, Isabelle. J'ai envie de rebondir là-dessus. C'est magnifique. Pour me tourner vers Simon, parce que bon, tu parlais, Isabelle, d'un coming out parce que tu n'as pas les signes, le nom, même, mais oui, on pourrait peut-être. Oui, mais la face, oui, mais. Mais c'est ça, mais bon, il faut pas comme le que nom. tu l'annonces, puis sinon, tu n'en aurais pas parlé, Elkana, qui raconte qu'elle y est arrivée, mais d'une autre façon. Puis qu'est-ce qui fait qu'on y arrive? Est-ce qu'on doit y arriver? J'avais envie d'entendre Simon là-dessus, parce qu'on en a déjà discuté un peu toutes les deux, là. Wow, oui, merci tout le monde déjà d'être là, d'avoir embarqué. Merci à toi d'être à l'initiative de tout ça. Hein. Puis maintenant que le spotlight est rendu à moi, je vois à quel point les questions sont grosses. je prenais des notes tantôt. Je raisonne avec différents éléments dont vous avez parlé, le coming out, le passing. Tantôt, Elkana, tu parlais de la série Leur Pense. Moi, j'étais dans Leur Pense l'intime.
Puis, justement, dans l'art pense l'intime, c'était une des premières fois que j'essayais d'aborder... on salue Madame Catudal, Jacinthe, je ne me souviens plus de son prénom. Pardon? Jasmine. Jasmine. On salue Jasmine Catudal. Ça fait popper dans mes souvenirs le fait que c'était moi aussi une des premières fois que j'avais essayé d'aborder un peu ces questions-là. Je suis white passing, mais je suis plein de choses passing. Puis je l'ai été jusqu'à presque ma trentaine. Puis je me reconnaissais, je me suis jamais reconnu dans la masse. Moi aussi, je suis bien, c'est une chose que j'ai reconnue dans ce que Nada apportait. Je suis bien dans les endroits particulièrement hétérogènes. J'ai passé beaucoup de temps à Côte-des-Neiges aussi. Le village aussi a quelque chose dans son hétérogénéité d'absolument incroyable. Puis, avec les années, j'ai commencé à sentir le besoin de faire des coming out pour me réapproprier des bouts d'héritage, des bouts d'histoire pour faire sens un peu du fait que je ne fitais pas. Parce que, tu sais, je suis d'origine égypto-québécoise, qu'on allait à l'église copte, je veux dire, s'il y avait quelqu'un qui sortait du lot, c'était pas mal moi. J'étais beaucoup trop pas arabophone, pas pratiquante du tout. Pas grand-chose pour fitter dans l'eau. Quand j'arrivais dans ma famille québécoise, chez la sœur de ma grand-mère à Rawdon, je veux dire, j'avais vraiment pas rapport là non plus. Puis à un moment donné, je me suis mise à aller chercher un peu, à gratter les bouts d'histoire, puis les bouts d'identité qui m'échappaient. Puis un des premiers bouts d'identité que je me suis réapproprié, c'est le fait d'assumer mon origine, d'assumer mes origines. Avant 2001, mes origines, ça passait un petit peu sous forme de dessert, de basboussa que ma mère faisait, que j'apportais pendant les exposés oraux. Puis ça... Oui, c'est... Puis en fait, avant 2001, mes origines étaient exotisées, mais c'était comme, je pense, la moins pire forme de racisme parce que, grosso modo, tu sais, c'était les pharaons. Puis, tu sais, il pourrait avoir pire en termes de préjugés, là. Ben, c'est ça, de réduction plus que de préjugés, là. Mais à partir de 2001, il y a quelque chose qui a changé. On ne me parlait plus du tout de pyramide ou de Toutankhamon, là. Là, soudainement, quand je nommais mes origines, ben, ça faisait partie de... C'était plus 24 heures chrono là, qui sortait, puis genre tout... C'est ça, les poseurs de bombes, etc. Puis il y a comme eu un switch weird qui s'est passé. Puis je pense que j'ai mis une certaine énergie à la fois à disparaître, puis à la fois à me réapproprier, à apprendre à comprendre un peu ce qu'il y avait en dessous de mes origines. Puis aussi, j'ai un rapport assez complexe avec ma famille, vu que je suis une personne queer. C'est ça, qui a toutes sortes de musiciennes. Il y a plein de choses qui font que ça fit moyen dans un milieu orthodoxe. Les Coptes sont particulièrement rigoristes point de vue religieux. Puis au bout du compte, ce qui me reste, c'est des bribes. Ça fait que je pense que dans ma poésie, dans mes textes, j'essaie de mettre ensemble ces bribes-là. Puis mon père, mes tantes m'ont souvent dit « Ouais, mais Simon, tu comprends rien à l'Égypte, tu peux rien comprendre. » Puis à la fois, elles ont tort et à la fois, elles ont raison parce que ma famille québécoise, ma mère est enfant unique, ça fait que j'ai à peu près pas j'ai pas de cousins, cousines, j'ai pas vraiment de famille proche. Toute ma famille proche est égyptienne, mais je fitais vraiment pas dans cette gang-là. Il y a quand même quelque chose qui est passé. Il y a quand même quelque chose qui est passé. Mon souvenir, c'est que quand j'étais jeune, en 1995, j'ai écouté le référendum avec mes cousins et cousines égyptiennes dans un sous-sol à Laval. Puis je veux dire, c'était pas particulièrement pro-Parizeau, là. Oui. Voilà, je pense que j'ai beaucoup... Oui, mais non, j'avais parti dans beaucoup de sens, parfait. mais... C'est juste à temps pour la fée Clochette.
Donc, c'est parfait. C'est ça, j'ai été obligée de réduire un peu la féclochette pour que tout le monde ait le temps de lire parce que, effectivement, les questions sont très vastes. J'en avais au moins 8, mais je pense qu'on va avoir le temps peut-être pour une deuxième après. Mais on va peut-être d'abord écouter Nada. Bon, tu parlais de réunir les morceaux puis de trouver du sens. Simon, je pense que Nada, ça fait aussi partie de ton travail, comme tu l'expliquais tout à l'heure. La question est à moi? Oui, mais c'est-à-dire que Oui. c'est à toi Oui, la question est à toi, mais c'était plus pour t'inviter à lire Ah, à ton d'accord. tour. Parce que dans tes textes, enfin, dans Oui. ce que j'ai lu de toi, il y a de ça aussi, de cette recherche de D'accord. trouver du sens à partir de bribes, comme tu l'expliquais. Donc, à toi. D'accord. Donc, je vais lire, disons, un texte qui a été publié dans la revue Possible. Donc, il est intitulé L'accent du pays. Retour à la terre, mais ni mère ni rendez-vous. L'exil commence à la semelle. Parmi l'hiver, mes amis à vivre à bras de fleuve et de couture. Matière faite d'icite, en fibres et visage. Resserrement d'une mémoire synthétique, dans le pain peu de choses qui me le rappellent. Rentrée d'un cortège ponctuel, sur le palier du voisin, j'hésite à nommer la ville où les mailles ne s'entrelacent plus. Un jour, quelqu'un dirait que je fus au milieu du jour, à contresens que pétrit une main et se replie, regard qu'on oublie de poser, semé à froid. Je recoue le fil autour de mes semblables, levant une eau à jamais, point fermé sur formes humaines. Crois encore au mirage d'un Dieu, change de larmes comme d'adresse. Personne ne me recherche par mon nom, si les pas me bruissent ou portent loin d'une fenêtre attirée. Je dors d'ennui incognito. M'écarte, non, je n'ai pas de sphère comme on dit, couleur locale non plus. En moi, ressac à construire, pli des pages communes. Me remue, fémur en premier, m'en sert en guise d'aiguille à feutrer le temps qu'a une paupière à se fermer sur souvenir. Une chose se colle à l'autre, la couleur à l'œil et dans l'autre, nous en sommes quittes. Un œuf d'oiseau, seul souvent toujours exil, dévale sur la partie molle du granit. Je n'ai de main qu'un arbre qui me prend en passant dans sa glu. Loin, mon hiver où j'écris à l'heure d'horloge, me reproduit copie conforme au code civil. Chez soi se fait pacte original, quai d'embarquement, ses regards fleuris sans raison, comme flottent deux drapeaux, mot de passe aux coutumes. Retour comme renaître, monocorde d'un aïeul. Il fut ici un pays, à sa place, dans sa canicule. Les épaules se frottent, se broient, tout de même en farine, les visages contraires, vitrines sur fond d'asphalte. Qu'on me laisse recouler quelques mots d'un soir silence, les mêmes et autres idiots, si j'arrive à la fin d'une histoire. Les suivants ont changé de prénom. Le mien éprouve, du nom rire, son accent. Je marque d'un cachet ma présence et si jamais confortable, aux bottes j'enfile. Qu'on me laisse le sein de par ma mère, l'hymne de mon propre départ. Le mien, j'hésite là-dessus. Je vire en scoliose de première neige. L'instinct me remembre de pas quotidien. Je pars comme se perd la bête dans son pays, où l'on écrase cristaux de sel sur le dos, comme se lisse de pâleur le froid, je lime mes os, les rangs marais m'endorent, l'œil tourné sur mon marquage au fer. Non, je n'ai pas de gêne en moi, parmi les fatigues incertaines, ni de soir à m'en couvrir. Les panneaux routiers me trompent. Je livre alors le porc à son clapotis, court d'eau une bouche fragile, ventre fermé sur débâcle. Je m'en abuse, ou dirais ainsi.
Merci. Merci, Nada. C'est comme de la sorcellerie, ça donne des frissons. C'est vraiment magnifique. J'aimerais revenir à... Je vous mets juste en mode galerie pour tout voir. Voilà. Quelque chose qu'Emné a évoqué, que Elkana évoque aussi dans sa poésie, puis dont on a déjà discuté avec Simon, qui est quelque chose qui a rapport avec la différence entre les pressions sur les femmes dites arabes ou vues comme arabes et les femmes occidentales. Et je pense que ça peut parler autant à une femme qui ne se voit pas comme une arabe qu'à un homme, qu'à n'importe qui. Donc, c'est une citation de Fatima Mernissi, que vous connaissez peut-être, qui est une sociologue et intellectuelle marocaine. Moi, la lire, ça a été une révélation. En tant que, je m'appelle Abdelmoumen, mais je viens du Saguenay. Ma mère est du Saguenay. Moi, j'ai fait mon coming out de Saguenéenne avec mon nom arabe. Mais bref, tout mon rapport aux pressions qui sont faites sur les femmes et même comment les hommes peuvent vivre les pressions qu'on s'attend à ce qu'ils fassent sur les femmes, tout ça a été complètement chamboulé par Fatima Mernissi. Puis j'avais peut-être envie d'avoir vos réactions en tant que femme, poète, associée à l'orientalité sur ce que je vais vous lire, d'accord? Alors, elle dit, c'est dans un livre qui s'appelle Le harem et l'Occident, où Scheherazade Goes West en anglais, et donc elle raconte comment elle vient faire une tournée en Occident et elle découvre que la prison de la femme occidentale existe de manière encore plus sournoise que celle que le harem, et donc elle dit notamment, je vous lirai le livre au complet, mais malheureusement on manque de temps, les murs du harem occidental dressent une barrière dangereuse entre une jeunesse séduisante et une maturité repoussante. En Occident, les armes utilisées par les hommes pour circonvenir les femmes sont pratiquement invisibles. Ils manipulent le temps. Les images, c'est du temps condensé. Donc, en gros, ce qu'elle dit, Fatima Mernissi, c'est que nous, en Occident, on est confronté à une prison qui est celle du temps et on peut peut-être échapper au mur du harem, on peut arracher le voile qu'on nous force à porter, on peut tout ça, mais comment on fait en tant que femme pour lutter contre le temps puis contre la pression de rester figée dans une jeunesse, une passivité. Et donc, elle retourne le sentiment de supériorité d'un certain féminisme occidental contre lui-même. Et donc, je me demandais s'il y en a une de vous qui avait envie de réfléchir à toutes ces questions-là, le cliché de la femme orientale, inventé et alimenté parfois par la femme occidentale qui ne se rend pas compte elle-même de... Je vais devoir comme lancer l'invitation à quelqu'un. Elkana, je te vois sourire. Oh, Nada, vas-y. Bon. Nada, après je passe à Elkana. Bon. Je vais te forcer quand même. Oui. Donc, je ne sais pas si on peut parler d'une seule femme orientale. La femme orientale, elle est multiple, en effet. Même au sein du même pays. Si je parle du Liban, par exemple, il n'y a pas une seule femme libanaise. Donc, ça dépend des quartiers, parce que vous savez, au Liban, toute la constitution, elle est basée sur le confessionnalisme. Donc, le confessionnalisme, il joue profondément même, c'est devenu assez ancré que ça joue sur le quotidien de notre comportement en tant que citoyen, citoyenne dans la vie au Liban. Donc, c'est dans ce sens-là que enfermer la femme dans l'orientalisation, je ne sais pas si le mot existe, donc c'est comme rendre un peu ou souligner un peu la pauvreté de la notion de femme orientale. Je pense que c'est ce que Mernissi fait, c'est qu'elle dit, vous les Occidentaux, vous nous enfermez, vous nous imaginez dans le harem passive, qui ont pas... alors qu'en réalité, on est plus complexe que ça et que vous, les Occidentaux, vous enfermez vos femmes d'une autre façon. En fait, je pense que c'est ce qu'elle essaye de dire, mais elle essaie de mettre les Occidentaux face à leur propre aveuglement. Oui, je pense, oui. Merci, Nada. Elkana ou Emné, je ne sais pas si... Emné? Emné? Ben, c'est parce que je vais vite le point de vue que je serais peut-être soulevé, c'est que elle l'a dit, Nada, très bien, le confessionnalisme qui est en lien avec les femmes orientales est important et on souvent
le sous-estime ou le sous-représente parce qu'on a tendance à automatiquement mettre arabe et islam comme Oui. étant des synonymes. Donc, déjà, en partant, on passe sur des bases qui sont erronées sur ce qu'est être femme arabe. Et là, je ne rentre même pas dans la complexité de tout ce qui est amazigh et de tout ce qui est tous les autres groupes ethniques qui font partie des pays arabophones. Donc, on mélange les femmes arabes, les femmes musulmanes, les femmes. Donc, tout ça devient un. Et comme l'a si bien dit Simon un petit peu plus tôt, en 2001, tout a changé. Du moins, une grande partie des choses ont changé sur comment on regarde la femme arabe dans l'œil des Occidentaux. Donc, déjà là, je pense que c'est problématique parce qu'on parle de quelque chose sans avoir une compréhension commune de ce que c'est. Je lance ça, puis je t'envoie la balle. Tu es à ma gauche, Emily, fait que je t'envoie ça à ma gauche. C'est vraiment une grosse Ménica ce soir. C'est les En grosses feu. questions, ouais. Ouais. Ben, entre les questions de Simon puis les miennes, on vous fait travailler, mais c'est qu'on veut Ouais. vous entendre. On n'a pas assez la parole, je trouve, pour parler de ces questions-là, celles qui sont concernées. Mais c'est vrai que moi, quand je suis arrivée au Canada, donc en 2016, ça a été un gros choc ici de voir qu'il y a quand même un regard dans la rue qui est porté sur la femme. Moi, je pensais que je suis arrivée un peu naïvement au Canada, mais il y a quand même un regard. Et ce qui m'avait, moi, choquée, c'est j'ai trouvé le regard de la femme plus difficile envers moi, avec beaucoup plus de jugement, comme si il fallait que je m'assimile complètement au féminisme qui est ici. Moi, je me reconnaissais pas dans les revendications. Ici, pour moi, le féminisme occidental, tu sais, est très loin de ma réalité. Euh, mais pour ce qui est de la représentation de la femme arabe, puis du harem, moi j'ai un rapport assez complexe, un peu plus, je sais pas comment dire, mais moi j'aime beaucoup me maquiller, me faire jolie, puis je me dis, mais à qui je le fais? Est-ce que je le fais à moi? Et, mais venir d'un pays qui a été en guerre et où la violence est comme quotidienne, le fait de prendre soin de soi, de se faire jolie, c'est une revendication, c'est une liberté. Je le fais pas pour séduire ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, moi je suis arabe, musulmane, chiite. Je suis comme à l'extrême, mais c'est le combat de se faire coquette tous les jours au Liban. C'est vraiment un combat. C'est une grande liberté, en fait. On ose franchir des barrières, des limites. C'est pas donné à tout le monde tu sais, de porter des petites robes ou d'aller à la plage. C'est que notre combat, il se fait aussi là-bas, dans la coquetterie. C'est que c'est, Oui, je bien sais sûr. pas, ouais, c'est un Non, peu, mais c'est quand tu ça va disais dans les tout deux à l'heure que sens. tu ne corresponds pas à l'image ou aux attentes face à la femme arabe, c'est un peu ça, en fait. Mais ni au Liban, ni ici, en fait. Ici, Ouais. oui, Mais c'est ça, maintenant, ça m'amuse. Je joue un peu de ça. oui. Ouais. Non, non, puis je pense que ça transparaît dans ce que tu écris aussi, même si tu t'inquiètes, je pense que ça transparaît vraiment dans ce que tu écris, toutes ces questions-là. D'ailleurs, parlant de ça, la fée clochette va sonner. J'essaie de surveiller le temps parce qu'il nous en reste plus tant que ça. Et là, on serait à toi, Elkana, puisque tu as préparé quelque chose. Ça va être très simple alors. J'ai 3 livres que je vais vous partager, donc un poème par livre, ça devrait le faire. Parfait. Alors, on commence avec Moi Figuier. Puis j'ai décidé justement parce que je vous ai parlé de l'Arpense, de vous lire, je pense que c'est le premier poème que j'ai écrit dès le moment de ce projet-là. Alors, voilà, ça s'appelle L'enfance en fin de jeûne. Mes 12 demi-journées cousues au fil de maman. Avec ma robe neuve, je parade devant les oncles et les tantes qui ne le sont pas vraiment. Ici, on joue à faire comme là-bas. Des mises en scène de salons tunisiens, trames sonores jasminisées au rythme des cassettes achetées à 2 dinars au souk avant le départ. Les éclats de joie cheminent difficilement vers moi. Une montagne de dragées entre les mains, une ascension de larmes sur mes joues.
Ma flûte à bec est seule en classe. Celle de mes camarades illumine la place des arts. J'en veux un peu à Dieu d'avoir upstagé mon solo. Ramadan 1, Mozart 0. Alors voilà, ça c'est pour moi Figuier, qui était majoritairement sur l'enfance. Et là, on va sauter à l'adolescence. Et on va y aller pour un petit peu plus osé avec dans Pulp, c'était des poèmes érotiques que j'ai écrits. Et celui-ci, ben, vous allez voir, il y a de la suite dans mes idées. Alors, un 4 juillet à New York, dans un club branché du Lower East Side, on s'est eu dans la mire assez tôt. On s'est éloigné de nos zones de confort respectives, la piste de danse pour Checkpoint. Tu m'as parlé en hébreu. Je t'ai dit que j'étais arabe. Le terrain était miné. Le danger excitant. New York comme excuse. L'hôtel pour la neutralité. On a pris le temps de découvrir les frontières de nos corps. On avait déjà transgressé celles de l'esprit. Les caresses à lire le braille de nos chairs. Une halte au sud de nos ventres. Ton gland dénudé était rassurant. J'ai savouré le goût familier de ta peau olive, plongé mes doigts dans ta chevelure ébène. Tes mains étaient faites pour mes rondeurs. On a mélangé nos deux langues. Elles se sont comprises. Un fuck you aux étoiles. Tu m'as prise en croissant, des aimants emboîtés l'un dans l'autre. Ta respiration au creux de mon oreille. On n'a jamais trouvé l'origine de la haine. Nos épidermes complices, ton étreinte d'amoureux, la tendresse des âmes sœurs, naïvement convaincus d'être soldats, nos orgasmes contre leur guerre. Je suis partie au lever du jour avant de prendre ton corps pour patrie. Et donc, ce petit plongeon dans l'érotisme m'a donné envie d'écrire Pomme Grenade, un recueil complet là-dessus. Donc, c'est pour ça que je voulais vous lire. Et puis, pour Pomme Grenade, ben, je ne savais pas trop quoi lire. Puis tantôt, Emné, elle a parlé d'essayer de faire la femme arabe qu'on attend, douce et docile. Donc, j'ai comme eu envie de lire des poèmes qui étaient tous sauf dociles de la section qui est, ça fait longtemps que je ne les ai pas lus, mes propres poèmes. Je pense que c'est la section 3 de ce recueil où c'est des poèmes un peu plus revendicateurs, si on peut dire ça. Alors, c'est un de mes préférés, celui-là. Mon chou, tu me soupires à l'oreille un habibi mollasse en omettant le H. Sache que je suis ce H. Et comme lui, je suis trop complexe pour ta bouche. J'aime beaucoup lire ce poème. Je ne devrais peut-être pas dire ça, d'aimer autant mes poèmes, mais celui-là, j'aime bien. Alors, et dans la même veine de Fuck You All, tu veux le mirage, une fausse soumission à peine voilée, peau brûlante, sablée, saline. Tu veux franchir les dunes, presque en mourir, parvenir à l'oasis, m'entendre blatérer, te dire « Tu m'as sauvée, c'est la première fois, moi, princesse prisonnière. » Tu veux que j'écris ton nom sans jamais entendre le mien. Je veux l'épopée, une fausse résistance, que tu restes de glace. Je veux rougir, combattre la tempête, éviter de justesse l'avalanche suffocante. Je veux t'entendre grogner quand je tiendrai encore debout. Je veux mettre la hache dans ton cœur que tu fends dans l'arme. Je veux massacrer ton nom et te refuser le mien. Merci, wow! Wow. J'adore. Je pense qu'on adore tous. Merci, wow! Wow. J'adore. Je pense qu'on adore tous. Attendez, j'essaie de nouveau de vous mettre en galerie pour voir tout le monde. Voilà. Merci, Elkana. Tu as abordé toutes sortes de choses, dont certaines qu'on a déjà abordées. On n'a plus beaucoup de temps, donc peut-être j'allais dire une dernière question rapide, mais il n'y en a pas sur ce sujet. Mais tu as parlé de la question de la langue.
la prononciation de la lettre H. Puis c'est une des choses dont on a discuté avec Simon quand on préparait cette table ronde qui, soyez rassurés, n'est qu'une première étape. Donc, il y en aura une deuxième où on pourra creuser encore plus. Hein, et on sera peut-être même physiquement ensemble et tout ça. Donc là, on est en train peut-être de lancer des pistes, mais une des pistes qui a été évoquée avec Simon, alors peut-être que je pourrais me tourner vers toi parce qu'après, tu vas lire, Simon, c'est la question de la langue. Tu parlais de blanchiment de la langue. Il y en a certaines, je ne sais pas si c'est ton cas, je crois, Isabelle, moi, je ne parle pas arabe, je n'écris pas un mot d'arabe. Enfin, je connais 3 mots, dont 2 sont des insultes et que je n'oserais pas dire. Est-ce que, Emné, toi, t'intègres, en tout cas dans le texte sur lequel on a travaillé pour l'aide québécoise, t'intègres de l'arabe. Puis j'ai bien fait rire la réviseure en lui disant il faut que je lui demande de relire elle-même parce que je ne peux pas réviser ces passages en arabe. La réviseure était comme oh non, mais non, mais non, mais non. Si c'était en saguenéen, je pourrais. Je ne pourrais pas en arabe. Bref. Donc, Simon, je me tourne vers toi parce que c'est une piste que tu as lancée quand on a discuté. Le rapport à la langue, par exemple, chez toi, ça se joue comment aujourd'hui entre toutes tes origines puis toutes tes identités? Le mot blanchiment a déjà été prononcé à plusieurs reprises, puis c'est quelque chose qui me questionne beaucoup. Déjà, de manière générale. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est pour les vieilles comme moi là, qui ne savent pas exactement, puis c'est un concept un peu nouveau? Le blanchiment, en gros, c'est l'idée d'effacer les traces qui pourraient nous faire sortir du lot, qui pourraient laisser transparaître nos origines, que ce soit culturelles ou géographiques ou de quartier même. Moi, j'ai grandi à Cartierville. Il y a un accent très spécifique à Cartierville. Puis, je veux dire, il ne reste aucune trace dans ma façon de parler de cet accent-là. Puis, c'est quelque chose qui... Puis, au Québec aussi, de manière générale, que ça soit... Si on sort du cadre un peu de la discussion, je pense il y a beaucoup de honte que j'ai vu très souvent de la part de toutes sortes de personnes par rapport aux traces dans leur langage, surtout de leurs origines. J'ai des amis qui viennent d'Abitibi, puis tous les efforts qu'ils ont fait pour faire disparaître l'accent abitibien en arrivant à Montréal. J'ai étudié à l'UQAM, puis il y avait presque tout le monde venait de l'extérieur de Montréal, puis presque tout le monde arrivait avec des gros accents. Puis presque tout le monde, après 1 an, avait réussi à faire disparaître ces traces-là. Puis c'est devenu une préoccupation majeure pour moi de les faire réapparaître, de me dire, bon, ben, moi, je dis crabe. Ça vient de ma grand-mère, ça vient de Gaspésie, ça va être crabe. Puis genre, les gens rient de moi à chaque fois que je dis crabe, mais je veux dire, it's gonna be that. Puis je trouve ça important de faire réapparaître. C'est ça, moi, avec 2001 et tout, j'ai fait disparaître, je pense aussi, toutes les petites traces même les mots, les formulations qui étaient à l'époque aussi considérées comme maladroites ou des calques. On disait des fois des calques de l'anglais, mais en fait, c'était des calques de l'arabe, mais qui étaient vus toujours comme des fautes. Mais ces tournures de phrases-là, pour moi, peuvent avoir leur richesse. Là. Puis c'est quelque chose que j'essaie de injecter dans ton travail de poète? Je pense que je suis rendu à une phase où je fais un travail surconscient d'essayer de grappiller ces traces-là puis d'essayer de les ramasser toutes ensemble. Dans mon dernier recueil, j'ai pris littéralement tous les mots dont je me souvenais en arabe puis je les ai presque toutes fait fitter. Avec des expressions comme Tizak Hamra que ma famille disait, qui se traduit difficilement et pas très poliment. Ou Yechebeta, que Dieu détruise ta maison, des choses comme ça. Puis c'est puissant, ça. Je ne la connaissais pas, celle-là. Tu vas falloir que tu me l'apprennes après que Dieu détruise ta maison. Yechebeta, oui, c'est ça. Mais en fait, mes tantes disaient ça quand genre on échappait, je sais pas, là, quand j'échappais mes jouets à terre, là, tu sais. Je sais pas, je trouvais ça pas ça super normal à l'époque, mais aujourd'hui, j'y repense puis je trouve ça un autre degré de pas normal. Mais j'essaie de retisser un peu à partir de ça pour voir qu'est-ce que... Tu sais, au fond, c'est mon héritage. C'est ça qui est dans ma langue, c'est ça qui est dans... Tu sais, il y a quelque chose dans cette ironie-là aussi qui est... Est-ce que tu veux nous lire quelque chose, puisque la fée clochette
sonne. Ben oui. Je vais lire 3 poèmes qui sont sortis dans 2 revues, puis qui sont un peu les prémices de mon prochain recueil, de mon prochain livre, où je continue mon travail de grappillage. J'orne mon crâne de bonbons pastel, déploie les médaillons glissés la nuit dans la valise faux cuir de père voyageur. Je convoque mes dits sans histoire, crachat banal, me fait fulgurante farandole, héritière de livres dissous, passeport troué, parcours migratoire illégal, semi-légal. Surdiplomation, pancake tourné, retourné, it's London, baby. Nouvelle génération. Avoir 10 ans et être forcé de manger du foie de veau, le vomir, être forcé de le remanger en boucle. Ce n'est pas moi qui devrais avoir honte de mon enfance. Nouvelle génération. Hors du cycle, la petite dit « Je ne mangerai pas de saumon fumé, c'est dégueulasse. » OK, chérie, mange au moins tes patates. Être tétanisé de flashback, mais le foie de veau, le Christ de foie de veau. Cycle rompu, des choses que je ne pourrai jamais comprendre, des choses que vous ne pourrez jamais comprendre de nous. Comme Leila Kamyoum, le chef de corvée chante combien de jours, combien de nuits. Les corps répondent peut-être 100 ans, peut-être 1000 ans. Comme Leila Kamyoum, peut-être un jour, une nuit. Mon ancêtre, ma sœur, moi, docile Jeepos. Comme Leila Kamyoum, comme Leila Kamyoum, comme Leila Kamyoum. Combien de jours, combien de nuits, mon corps répond, la joie n'est pas mon métier. Ma mémoire lignage répond qu'il n'y aura pas de photo de nous sur le mur de Jean de Brébeuf à Côte-des-Neiges, pas plus que sur ceux des franciscaines d'Alexandrie. Leur salle de classe sentait trop la mort. Je vis du ressentiment. La noblesse de sentiment est un privilège. L'apaisement est un privilège. Ma voix déliée un accident de l'histoire. La rage arrache les cheveux, griffe les visages, piétine les ventres. Salma ya salama. Adieu. Adieu. Seule histoire égyptienne que je connaisse à propos de mon guide d'eau. L'humiliation publique théâtralisée par les religieuses supérieures des écoles chrétiennes. Ces 5 enfants debout devant vous, leur patriarche ne peut pas payer leur dû. Guide d'eau a tranché. Mes filles seront aussi éduquées que mon fils. Peu m'importe qu'on ne se nourrisse que de fasoulia et de foule, du jeûne de la Vierge à celui de l'Aïd el-Milad. La plus jeune avait attrapé la polio. Tous les soirs, Guido lui donnait des massages dans le bain. Thérapie maison, pas de traitement fancy dans les Alpes, mais Catherine ne perdra pas l'usage de ses jambes. Aujourd'hui, elle marche seule sur les rivages méditerranéens. Pas de pharaon, pas de sphinx, pas de momie, pas d'Isis ou d'Osiris, pas de fucking pyramide. Danse, Guido, danse. Et le dernier. Je n'ai conservé de grand-mère Betty, dont on a oublié le prénom d'origine, Badia, Atiit, Teta, qui est une machette particulièrement efficace dans toutes les situations quotidiennes de coupe. Raccourcir les tapis à clouer aux fenêtres pendant les bombardements nocturnes, découper l'anguille vive, le lahma muhammara, une veille d'Aïd il-Yama, le Caire, Alexandrie, Mirabel, Métro Fabre, 30 ans, peu de mots pour une enfant trop blonde, dépourvue de tatouages sains aux avant-bras. Les lignages sont peut-être ailleurs que dans les territoires. Wow! Magnifique, merci beaucoup. Puis justement, c'est drôle parce que ça répond, ou en tout cas, ça fait écho avec ce que tu disais juste avant sur la langue, notamment. J'aurais eu des millions d'autres questions sur la place du corps, de votre corps, par rapport à cette espèce de corps exotisé. J'aurais eu envie de vous parler des lieux. Comment occupez-vous les lieux ou comment les lieux occupent vos textes, celles qui sont venues d'ailleurs, celles qui sont nées ici mais qui ont des bouts d'ailleurs dans leurs origines, celles qui ont... Bref, j'avais cette question-là, les lieux. Il y avait la question de l'identité. Est-ce que l'identité est forcément liée
aux origines, à des choses ethniques? Est-ce qu'elle peut être liée aux endroits qu'on a traversés, plutôt aux livres qu'on a lus? Est-ce qu'elle peut être liée à autre chose que toujours cette maudite assignation à l'ethnicité ou à un mélange d'ethnicité? Et est-ce qu'on peut dire que vous pratiquez ou que nous pratiquons quelque chose comme une littérature arabe québécoise, ou est-ce que ça veut rien dire et qu'on en a marre des étiquettes? Donc, je vous lance tout ça pour la partie 2. Donc, c'est Rien tout ce de qui me moins. restait sur ma feuille où j'ai essayé d'être concise. Hein? Bon. Donc, il nous resterait peut-être tout ça et bien d'autres choses sans doute à aborder la prochaine fois, puisqu'il y aura une fois, j'imagine au printemps, hein, je pense, Jonathan, en chair et en os, avec des bacs-lavants, c'était dit. Puis, je Au pourrais sirop peut-être même, d'érable. pour assumer mon coming out saguenéen, vous faire du fudge ou du sucre à la crème. Enfin, bref. Donc, pour l'instant, on va s'arrêter là, mais on va surtout laisser un peu de temps à ceux et celles qui ont eu la gentillesse de venir nous voir et de nous entendre. D'abord, juste vous remercier toutes. C'était un honneur, vraiment. Puis, un honneur, et j'ai beaucoup appris et ça fait beaucoup réfléchir, et je pense que je ne dois pas être la seule. Mais donc, c'est ça. Est-ce que il y avait une question de Sana, je crois, hein? C'est ça? Oui. Alors voilà, on va commencer par Sana, puis s'il y a d'autres questions, il ne faut pas vous gêner. Parfait. Ben, merci à tous pour vos réflexions, vos lectures. C'était très enrichissant. Puis, j'aimerais rebondir sur la question de la langue. Moi-même, j'écris, et quand j'écris avec beaucoup de Derija dans mon texte, donc de dialecte. Puis quand je le fais, je mets pas de traduction. J'aime ne pas traduire, puis j'aime faire sentir à l'autre c'est lui l'étranger dans mon espace, et pas le contraire. Et je me rappelle que je suis tombée sur un poème de Simon sur Instagram, et ça a été une révélation pour moi. Je me suis dit, oh my God, il y avait, quand il écrit, c'est avec les chiffres au lieu des sons qu'il n'y a pas en arabe. Donc moi, par exemple, je mettais le Q sans le U pour dire K, et Simon mettait le 9. Et j'ai trouvé ça tellement fort parce que j'avais jamais vu de texte, en fait, comme ça, publié au Québec. Donc j'ai été super impressionnée, puis je trouve que c'est un statement fort, en fait, d'utiliser même jusqu'à aller au-delà de la langue, d'utiliser les chiffres, en fait. J'ai trouvé ça très, très fort, et je tenais à le souligner. Merci. Simon est très doué pour inventer des choses out of the box, comme on dit en anglais. C'est assez fabuleux. Je ne sais pas si tu veux réagir, Simon. Merci. Je suis vraiment contente que c'était marqué puis que ça t'ait ouvert un possible. J'ai pris ça du chat, surtout, voir c'est ça, de voir comment c'est comme ça que je l'ai vu écrit dans du chat, puis je trouvais que je trouve ça important de faire vivre des façons d'être qui existent et qui sont vivantes. Puis, c'est ça. Je suis juste contente que ça puisse te parler puis te permettre de l'exprimer certainement mieux que moi. Moi, je connais des bases rudimentaires d'arabe, puis je me débrouille en essayant d'aller grappiller, là, puis avec beaucoup d'aide d'autres transfuges, mais c'est ça. Voilà. Merci, Sana. Je vois qu'il y a Stéphanie. Allô, Stéphanie? Je me demandais si je posais la question, mais je trouve maintenant ma question intéressante, vu qu'elle me semble être le revers un peu de la question du commentaire de Sana, plus qu'une question, qui est aussi adressée à Simon, mais que d'autres personnes peuvent aussi répondre si ça les concerne. C'est juste que je connais un peu plus l'œuvre de Simon, ce qui me permet de pouvoir poser cette question-là. Dans une de tes premières versions de ton dernier recueil, il y avait moins de mots arabes au départ, puis je me demandais si, c'est pas nécessairement un chemin ou l'autre, là, mais comment tu avais vécu ça? Est-ce que c'était le fait d'avoir l'impression que ça allait être illisible si tu mettais plus de mots arabes, ou c'était le fait de ne pas les connaître, ces mots-là? Je ne sais pas comment ton questionnement pour en ajouter s'est fait, c'est dans quel sens? Est-ce que c'est parce que, justement, en mettant trop, tu avais l'impression que ça allait être mal reçu, puis là, tu as eu à déconstruire ce côté-là, ou tu as eu à déconstruire le fait de te réapproprier ta langue? Pour en arriver même après jusqu'à mettre des neufs, puis bon, on peut se reconnaître ça, là, donc ce parcours-là. Je vais répondre brièvement pour pouvoir laisser la place aux autres de rebondir. Ça s'est fait inconsciemment plus par des flashbacks.
on dirait que plus j'en mettais, plus je réalisais que j'en connaissais des mots, puis que j'avais le goût de les mettre. Puis j'ai fini le livre, puis je me suis rappelé, j'en connais encore plus et d'autres formulations. Puis c'est dans mon premier recueil, je pense qu'il n'y en a pas ou presque pas. Il y a peut-être Rawal une fois, là, parce que c'est un des mots qui revenait le plus. Là, ça veut dire tapette. Puis c'est un mot qui est surutilisé dans les communautés, dans la communauté égyptienne en tout cas. Mais puis j'ai voulu utiliser des mots arabes dans le titre de mes livres. Puis ça, c'est vrai que j'ai back-off parce que j'ai vu que l'intérêt était moins grand. Puis je pense que je sais pas, j'ai pas eu assez confiance. Mais je l'ai mis dans le texte. Puis mon prochain livre s'appelle Rawal pour l'instant. Puis je me souhaite d'avoir le courage de me rendre jusqu'à l'édition avec le titre Rawal. Mais to be continued. Je ne sais pas si les autres veulent rebondir. Juste comme dirait un autre poète mais qui est français, il n'est pas aussi original que nous, mais vas-y, à te regarder, ils s'habitueront. Hein? C'est René Char. Hein? Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voulait réagir à cette question de la langue. Oui, vas-y. Je trouve ça intéressant parce que moi, je voulais avoir un lexique et il est dans moi figuier. Fait que je trouve ça intéressant dans la mesure où je peux peut-être réfléchir à ma réponse puis on s'en reparle parce que tu vois, ça a réveillé quelque chose chez moi quand Selma elle a dit ben moi je les traduis pas parce que c'est vous qui rentrez dans mon monde. Puis moi j'étais comme ah ouais, étranger, moi les étrangers. Ouais. Mais tu vois, j'étais comme ben moi j'ai envie de faire découvrir, mais c'est peut-être des résidus de je veux donc bien que tout le monde puisse entrer dans la grande maison de l'amour. Avec moi, c'est une question qui peut chez nous. Non, mais c'est une question qui peut se poser, par exemple, avec la langue québécoise quand on sort du Québec. Je me rappelle d'avoir été scandalisée quand j'habitais en France, que des textes d'Hervé Bouchard, j'avais des amis qui se scandalisaient qu'il n'y ait pas des notes de bas de page à toutes les 3 minutes. Puis je leur disais, mais moi, quand je lis un auteur écossais ou quand je lis du Parigot, je fais des recherches, je réfléchis, je devine par les mots qu'il y a autour, puis ça fait partie du travail d'étrangeté, d'entrer en contact avec la langue de l'autre, d'une certaine manière, mais en même temps, il rate des trucs. C'est un vrai dilemme, mettons. Je l'ai mis en lexique à la fin, donc c'était pas en note de bas de page, donc ça forçait tu vas pas avoir ta réponse tout de suite, lis le poème, gère-toi. Oui. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est un vrai dilemme. C'est une vraie question. C'est vraiment une vraie question. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait réagir à cette question de la langue? Oui, bonjour Nadine. Bonjour à tous. J'étais vraiment très intéressée par les réactions. J'ai découvert vraiment beaucoup de diversité de voix et chaque personne a son expérience et son expression et ça vraiment je l'ai constaté. Je veux juste dire que pour la question de la langue, oui, effectivement, écrire en français, ici, venant du Liban aussi, je suis arrivée à 18 ans, donc très jeune. Et donc, j'ai continué à grandir ici, mais j'ai gardé, comme vous voyez, cet accent que j'ai appris à l'école. Et ça, c'était déjà une différence. Et la deuxième différence, c'était le nom. Donc, on est tous ramenés à ça. Ce que je veux dire, c'est que dans l'écriture, quand on écrit en poésie, etc., la langue arabe, qu'on mette des mots arabes ou qu'on n'en mette pas, elle y est. Je crois que le poème va continuer à garder une traduction. On est continuellement en train de se traduire en écrivant. On traduit des paysages, on traduit des rythmes, on traduit entièrement. Je crois que Nada doit sentir aussi et aimer. Je crois que vous devez aussi, et puis Kana et Simon, et je sais pas, peut-être que chacun a bien sûr à son expérience et tout ça, mais je sais qu'en traduisant, en faisant un travail de traduction, bien que je ne parle pas vraiment l'arabe, mais je le comprends très bien, je comprends tout ce qui se dit, et même l'arabe littéraire, mais je le parle pas bien, mais enfin, je ne l'ai pas pratiqué beaucoup. Mais en le traduisant et en travaillant le travail de traduction, on gagne dans l'écriture.
Je pense une deuxième chose, une deuxième réflexion, c'est sur Albert Kosseri, qui est égyptien et qui a vécu 40 ans en France. Et toute son œuvre parle du Caire et avec un accent du Caire, et tout est vraiment, toutes les sonorités de la rue, des odeurs et tout ça, dans toute son œuvre, qui n'est pas très grande d'ailleurs, sur je ne sais pas combien de temps, mais c'est parce que lui, il prenait la paresse en fait. Mais Kosseri, toute l'œuvre de Kosseri, c'est comme de l'égyptien dans la langue française. Donc, qu'est-ce que vous voulez de plus? Ça dit tout qu'on peut lire un autre pays, une autre langue en français, dans la francophonie. Qui est comme une autre musique, vous voulez dire? C'est comme s'il y avait une musique ou une manière de raisonner. Oui, une sonorité, carrément. Une sonorité, une posture, il y a tout. C'est comme un jeu. Je pense que Kana, tu dois le savoir, c'est vraiment comme une mise en scène du corps dans l'écriture. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu disais, Elkana aussi, c'est que toi, tu donnes le glossaire, mais à la fin. Donc après, on a le choix en tant que lecteur de se dire, je vais rester dans cette musique-là avec les mots que je ne comprends pas, puis je vais construire du sens qui peut être complètement farfelu, mais ce n'est pas grave, parce que la poésie, de toute façon, c'est rarement unidimensionnel avec un sens limpide. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est le jeu de la poésie aussi, je pense, d'avoir cette polysémie possible-là. Donc, après, on a le choix d'aller gratter à la fin ou pas pour avoir des explications puis savoir si on s'est trompé ou pas, ou on peut décider qu'on assume. Oui, puis mais en même temps, je trouve ça très légitime et très intéressant, la posture de Selma et même celle de Simon. Et de Sana, de Sana, excuse-moi, j'ai dit Selma, mais oui. Sana. Et donc, la posture de Simon de faire, moi, ça va être dans le titre, et si ça se trouve, il n'y aura peut-être pas d'informations directes. Je trouve ça magnifique aussi. Je pense que les deux postures se peuvent, et ça va être intéressant peut-être de le développer aussi la prochaine fois. Parce que oui, on pourrait aborder cette question-là. Et aussi la question, je relisais aujourd'hui, c'est pas de la poésie, mais c'est pas toujours loin, le livre de Rodney Saint-Éloi et Yara El-Gadban, Les racistes n'ont jamais vu la mer. Puis il y a un passage sur la langue des jeunes que Rodney croise, et puis où il y a de l'anglais, du français, de l'arabe dans une phrase, tout ça est mélangé. Puis il parle de la richesse de cette langue-là qui est naturelle à ce jeune homme-là en question, mais qui est mal vue. Donc peut-être aussi qu'il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir par la poésie et par la littérature et par la langue courante de certaines personnes issues de tous ces mélanges-là puis de cette diversité-là. Puis on peut dire la même chose entre les régions du Québec aussi. Tu sais, tu parlais de ça, Simon, d'avoir apporté des prononciations, d'avoir décidé d'assumer des prononciations. Moi, ça m'arrive d'employer des expressions lyonnaises parce que j'ai vécu là-bas. Ça m'arrive d'employer des expressions du Saguenay, de mélanger ça avec... J'imagine qu'on est tous un peu comme ça. Peut-être qu'on arrive au moment où il faudrait l'assumer. En tout cas, non, pas l'assumer, ça, beaucoup le font, mais en tout cas, que ce soit entendu sans que ce soit bizarre ou... le faire vivre carrément. Ouais. C'est maintenant Oui. que je pense que l'assumer, c'est une première étape, puis après ça, c'est comment on peut jouer avec, puis le développer, tu sais, c'est ça qui est intéressant. Oui, puis accepter de ne pas avoir une compréhension limpide, comme quand on lit un dictionnaire, quand on lit une œuvre littéraire, une poésie, qu'on écoute une chanson, d'assumer la part d'altérité, d'inconnu, puis qu'il y a une musique, même si on ne comprend pas chaque mot, il y a une musique dans ces mots-là. Et la part qui peut faire sens d'une d'inaccessibilité. autre façon, peut-être, je ne sais pas. Est-ce qu'on a encore 5 minutes? Je demande au maître du temps, Jonathan. Est-ce qu'on aurait le temps pour une dernière question? Il y a Emné à la main levée. Ah, attends. Ah, voilà. Allô, Emné. Excuse-moi, je ne te voyais pas. Vas-y. Allô, mais en fait, je ne sais même plus ce que je voulais dire, mais du coup, je vais rebondir sur tout. Mais je pense c'était par rapport à... En fait, je pense je vais répondre un peu à tout le monde. Mais tu sais, je pense au texte que j'ai écrit pour l'aide québécoise avec les blocs en arabe, où je décide aussi de ne pas traduire parce que je me dis, finalement, tu sais, on sait très bien que je m'adresse à Yara, puis c'est pas un problème en vrai si le texte porte un secret. Je me dis,
le texte peut porter son secret. Et c'est ça, toi, tu disais qu'il faut assumer sa part de... Il faut assumer ce secret-là. Et là, je suis en train de travailler sur un prochain recueil. Et ça tourne beaucoup, tu sais, je parle beaucoup Moi, mon père, tu sais, toute la famille de mon père, ils viennent de l'Arachide. L'Arachide, si on traduit littéralement, c'est la tribu. Mais dans la traduction, il y a il y a 1000 connotations qui se perdent. Donc, j'ai décidé de mettre une avant-garde, non pas un glossaire, mais juste de dire que le mot tribu ne contient pas tout ce que ça veut, tout ce que le mot Rachid dit en arabe, en fait. Et là, tu sais, je donne la responsabilité au lecteur d'aller lui-même s'imaginer, de se faire tout un imaginaire autour du mot. Qu'est-ce que ça voudrait dire tribu en arabe? Qu'est-ce que ça veut dire tribu pour quelqu'un qui vient de Baalbek? Tu sais, les Nasreddin, là, parce que quand tu dis tribu, tu t'imagines, tu comprends la chose tribale, mais il n'y a pas toute la réalité qui vient avec, tu sais, la loi du sang, les armes, les gens qu'on égorge dans la rue, c'est très, très chargé en arabe l'achil et c'est très chargé négativement. Et là, je mets la responsabilité au lecteur, c'est plus à moi de faire le travail. Moi, je décide d'utiliser le mot tribu en français en sachant qu'il y a un manquement dans la traduction. Mais là, je me dis que ça peut être vraiment une autre rencontre sur la traduction. Absolument. Ouf. Ben, sur la question de la langue et de la traduction, absolument. Ouais. D'ailleurs, dans l'aide québécoise, si tu m'avais dit je veux mettre une traduction en note, on l'aurait fait, mais tu ne l'avais pas fait. Donc moi, non, je préfère laisser comme ça. Ben, c'est parfait. C'est parfait. Non, non, mais de toute façon, je pense oui, ça peut être un des points peut-être le point de départ du deuxième volet, mais après, avec tous les autres qui nous seront venus à l'esprit entre-temps, peut-être qu'il va falloir qu'il y ait plus que 2 volets, en fait. Salut, Jonathan! Allô, Jonathan! Tu nous organises ça, un cycle. On va faire ça comme on aime bien le faire d'après toutes nos origines diverses. Là. On va faire ça sur plusieurs jours et puis Oui. avoir plusieurs étapes. Absolument. Avec voilà, beaucoup de bouffe. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait une dernière intervention ou peut-être que je pourrais laisser le mot de la fin à Simon? Ben oui, vu que tu es à l'origine de je ne l'avais pas vu venir, ça. Ah ben désolée, je ne voulais pas te mettre sur la sellette, mais je te mets sur la sellette. Mais je pense qu'avant tout, j'aimerais nommer à quel point ça me réjouit qu'on soit réunis, que vous ayez accepté de prendre parole dans ce contexte-là. Je sais que en fait, ça va faire partie des 1000 questions pour les 76 prochaines discussions. Mais j'ai entendu beaucoup, par exemple, Nicolas Dawson parler de la fatigue par rapport à parler de ces questions-là, puis d'autres amis de d'autres origines. Puis j'avoue que moi, mon impulsion de départ de vous réunir, c'est peut-être le fait que je sois white passing qui fait que j'ai vraiment pas cette fatigue-là de nous entendre parler de ça, parce que j'ai l'impression de ne pas l'avoir beaucoup entendu, de ne pas avoir beaucoup l'occasion de vous entendre sous cet angle-là. Un des déclencheurs, je pense, il y a eu bien sûr l'invitation de Jonathan, que je salue et que je remercie, mais il y a aussi une émission à laquelle... une émission qui est passée je pense, à Télé-Québec il n'y a pas longtemps sur toutes sortes de... Je vois le Cana qui sourit parce que tu y prenais part. Et il y avait d'autres white passing qui parlaient, dont Safia Nolin, et qu'on n'avait jamais entendu sous cet angle-là. Puis, tant qu'à utiliser les mots, il y avait du hachuma, il y avait de la honte. Par rapport à nos origines, puis j'ai l'impression qu'il y a... Merci pour la traduction pour les gens. Ah! Mais en tout cas, c'est un autre chapitre. Mais merci d'avoir accepté d'en parler. S'il y en a qui sont déjà tannés de parler de cette chose-là, merci d'en avoir reparlé. Je suis vraiment honoré, touché, puis surtout d'avoir entendu vos textes qui résonnent toujours aussi bien à mes oreilles. J'ai très hâte à la suite. Merci beaucoup. Merci de m'avoir fait confiance, Jonathan et Simon, pour animer cette rencontre-là avec des personnes que je vous avais toutes lues et j'étais, je dois dire, nerveuse et impressionnée.
avec la poésie. Je suis comme ça, devant la poésie, moi, en tant qu'essayiste, plus romancière, je suis très impressionnée par la poésie. Ça me fait beaucoup d'effet. J'ai du mal à nommer les choses. Je ne suis pas une universitaire spécialisée en poésie, mais ça vient me chercher de toutes sortes de manières. Et là, c'était particulièrement le cas avec vos textes. Donc, merci de votre confiance. Merci à ceux qui sont venus écouter ces poètes merveilleuses et extraordinaires, puis pour les questions, pour la présence. Et donc on se dit à bientôt. Hein? Bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Là, maintenant, je peux me permettre de dire des choses. Oui, merci. Au revoir. Merci, Anthony, pour la gestion technologique. Merci, Anthony. Oui, merci infiniment. Super. Merci beaucoup. Merci à toutes. Merci, à la prochaine. Bonne soirée. Bonne soirée. Continuez à écrire, surtout. Faut pas lâcher. Merci.